Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Aime le média, l'instant politique. Et cette semaine, dans l'instant politique, nous parlons des votations du 24 novembre prochain. 4 enjeux majeurs soumis au peuple suisse. Dimanche prochain, donc, vous aurez l'occasion de passer aux urnes. Et justement, avant de passer aux urnes, nous vous proposons chaque matin de cette semaine de revenir avec nos invités à 7h sur les 4 objets fédéraux. L'aménagement des routes nationales, le droit du bail sous location, le droit du bail résiliation pour besoins propres, j'y suis arrivé, et financement des prestations de santé. 4 objets, 5 invités, même temps de parole pour analyser ces dossiers porteurs d'enjeux sociaux, environnementaux et économiques au cœur des débats avant de voter, par exemple, dimanche prochain. En tous les cas, on vous invite à aller voter, ça c'est hyper important. On en parle ce matin avec Michael Buffa, conseiller national UDC. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue sur le plateau. Merci de nous aider à éclairer notre lanterne sur ces 4 objets sur lesquels nous sommes appelés à nous prononcer dimanche prochain. Comment vous vivez cette période-là, toujours avant les votations? C'est toujours un peu stressant ou ça va? Comment vous le vivez, vous? Non, ça va, c'est pas trop de stress. Alors, c'est beaucoup de soirées, beaucoup de meetings, aller à la rencontre de la population, ouais. Mais c'est gérable. C'est gérable. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous. On commence avec ce premier sujet, l'aménagement des routes nationales, Léo de Garrigue. Oui, tout à fait, avec une proposition qui émet l'idée d'élargir 6 tronçons d'autoroute dans le pays, dont celui en Suisse romande entre le Vengeron et Nyon, qui suscite un débat local et assez prononcé. Ouais. Votre avis sur le sujet, M. Buffa? Alors je suis favorable, d'ailleurs je suis favorable à tous les sujets puisque je recommande de voter 4 fois oui aux différents sujets de votation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui la population de notre pays a augmenté et par là le nombre aussi de voitures a augmenté, ce qui conduit qu'on doit aussi adapter les infrastructures, notamment routières, parce qu'on voit qu'aujourd'hui les infrastructures elles n'ont pas suivi aussi l'augmentation de la population et puis la conséquence c'est qu'aujourd'hui il y a des nombreux bouchons à certains endroits des autoroutes et puis là ce qui est négatif pour la population avec ces bouchons, c'est que déjà on perd du temps, des bouchons, c'est des milliers d'heures qui sont perdues, ça a un coût, c'est des milliards de francs qui sont dépensés qui sont perdus à cause des bouchons. Puis ensuite l'effet aussi négatif, c'est que les gens ils sortent de l'autoroute pour éviter les bouchons et puis ils passent dans les villes et les villages et puis là aussi ça péjore la qualité de vie des citoyens qui ont leur route traversée justement par des voitures et des camions à cause des bouchons de l'autoroute. Aujourd'hui on doit vraiment adapter nos infrastructures à la situation. On a l'argent puisque c'est financé par le fonds du trafic routier. Donc aujourd'hui il faut le faire et puis il faut le faire maintenant parce que ça se fait pas tout de suite une autoroute. C'est pas on décide en novembre de construire l'autoroute et puis en janvier on ouvre l'autoroute. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire pour pas augmenter encore le retard, puis qu'on se retrouve avec des situations de blocage, on puisse plus du tout circuler sur nos routes. Si on le fait maintenant, si on passe maintenant, ça ne sera pas fait avant une dizaine d'années, et dans 10 ans, on aura d'autres soucis à gérer, on sera de toute façon nouveau en retard. Vous n'avez pas cette impression-là? Alors effectivement, il y a toujours du retard, ça, comme je l'ai dit, ça ne se fait pas tout de suite d'autoroute, mais si on ne le fait pas maintenant, ça sera dans 10 ou 20 ans qu'on devra le faire, et ça sera encore plus catastrophique. Donc non, c'est pas possible, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Aujourd'hui, on a des besoins, c'est pour la qualité de vie de notre population, ce qui est le plus important. On n'a pas envie de perdre des heures et des heures dans les bouchons, donc c'est maintenant il faut le faire et puis et j'espère que la population l'accepte, surtout qu'il y a un projet en Suisse romande qui va fluidifier le trafic sur l'A1 justement quand on arrive sur Genève. Je pense que c'est quelque chose d'important pour notre population. Il y a une politique du rail aussi qui se développe en parallèle. Ceux qui poussent pour ce rail-là déplorent l'idée qu'on élargisse l'autoroute et où les efforts menés depuis des décennies seraient vains finalement. Non, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les transports publics, le rail notamment, avec les routes. Tous les moyens de transport sont complémentaires. Dans la population, il y a des gens qui utilisent le rail, c'est bien, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de leur voiture, qui habitent pas forcément proche d'une gare ou d'une infrastructure de transport public. Et on doit aussi penser à cette partie de la population. Je crois que c'est vraiment une erreur de vouloir opposer les transports publics, le rail et la voiture. Au contraire, c'est des moyens de transport qui sont complémentaires, qui doivent s'organiser entre eux, etc. Mais je crois que les opposer, ça serait vraiment une erreur. Et puis on voit que les gens, ils utilisent comme les autoroutes puisqu'il y a des bouchons actuellement. Et là, on doit vraiment régler ce problème.
Hier, nous recevions sur ce plateau le vice-président des Verts vaudois, Jean-Valentin de Saussure, qui a une petite question pour vous, M. Buffat. La question que j'ai envie de lui poser, c'est que dans cette votation sur l'objet des autoroutes, on a plusieurs fêtières agricoles qui se sont exprimées contre cet objet. Agri-Genève, la Chambre de l'agriculture valaisanne, on a aussi Unitaire. L'UDC est en général le parti qui défend les intérêts des paysans. Pourquoi ne le fait-il pas dans cette votation ? Parce qu'effectivement, on a des terres agricoles qui vont être sacrifiées pour cette autoroute. Pourquoi ne défend-il pas les intérêts des paysans ? Michael Buffard, votre réponse à M. de Saussure ? Il est vert ou bien vert libéral? Oui, vous savez, cette question de quelqu'un qui est dans un parti qui attaque régulièrement l'agriculture, elle ne m'étonne pas. Mais dans la réalité, effectivement, il y aura des terres agricoles qui devront être sacrifiées, comme pour toute autre infrastructure. Il y a souvent, on doit bientôt construire aussi un pénitencier ou d'autres choses, il y a des terres agricoles des fois qui sont sacrifiées. Alors là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y aura des compensations qui seront faites, des renaturations de ruisseaux, etc. Donc au point de vue écologique, des compensations, il y aura. Et puis il faut aussi voir que les agriculteurs soutiennent ce projet, puisque l'Union suisse des paysans, qui est la fêtière du monde agricole, soutient également ces projets d'élargissement des autoroutes, parce que toute la population a y gagné d'avoir des autoroutes qui fonctionnent. La musique a adouci les mœurs. On va écouter tout à l'heure, dans un instant, le titre Santa que vous avez choisi, Recommence-moi. Pourquoi ce titre? Il y a une raison particulière, M. Buffat? Ouais, j'aime bien la musique, je l'écoute souvent sur la radio. C'est une chanson qui bouge un peu, et puis j'aime bien aussi la voix de la chanteuse. L'instant politique. L'instant politique de Michael Buffat, notre invité ce matin. Merci d'être avec nous. On parle des votations de ce dimanche 24 novembre. On vous rappelle 4 objets sur lesquels vous êtes appelés à vous prononcer. Le conseil qu'on peut donner déjà à M. Buffat, c'est d'aller voter. Ça, c'est sûr. C'est la première chose. Là, tous les partis sont d'accord sur ce sujet-là. Effectivement, ça fait l'unanimité, je crois, le plus important pour que notre démocratie fonctionne. Il faut qu'elle soit vivante, et pour qu'elle soit vivante, il faut que les gens participent. Je crois que c'est une chance qu'on a dans notre pays. Il faut profiter de ce droit qu'on a. Ouais, hyper important, donc allez voter. Bon, allez, on continue les sujets. Sujet 2 et 3, sujet sur les droits du bail, Léo de Garrigue. Oui, le premier de ces deux sujets porte sur une réforme du droit du bail qui vise à encadrer plus strictement la sous-location, et le deuxième vise à simplifier les démarches des bailleurs pour récupérer un bien à des fins d'usage personnel. Oui, alors votre avis sur le premier sujet, la sous-location, M. Buffat. Voilà, donc on voit que vous invitez à voter oui déjà. Comme tous les sujets. C'est simple, on n'est pas des Neinsager, c'est 4 fois oui qu'on recommande pour les prochaines votations. Ouais. Non, effectivement, la sous-location, c'est si j'ose dire, deux petites modifications dans le code des obligations concernant le bail à loyer. Alors le premier qui concerne la sous-location, on voit que ça évolue aussi, le monde du logement. On voit qu'il y a beaucoup le marché du locatif est aussi en plein essor. On voit que c'est difficile pour certains aussi de trouver des logements. On voit aussi qu'il y a eu un grand essor des plateformes en ligne pour la location. Donc on a voulu un peu recadrer les choses et puis simplifier aussi le système. Donc au niveau de la sous-location, la modification de ce droit, il y a 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est qu'on exige qu'il y ait un bail écrit qui soit fait pour une sous-location. Ça veut dire que le locataire doit demander par écrit à son bailleur l'autorisation de sous-louer le logement ou une partie de son logement. Et le deuxième point, c'est que le bailleur a la possibilité, si la sous-location doit être faite pour une durée de plus de 2 ans, de s'y opposer. Donc voilà, je pense que c'est une réforme qui est correcte. Ça évite des abus qu'il pourrait avoir où le propriétaire ne sait même pas que son logement a été loué à une tierce personne, ou alors aussi éviter toutes ces histoires de plateformes. Moi, j'ai pas envie non plus de louer peut-être un appartement à une personne, puis qu'après cette personne, elle gagne 3 fois plus que moi en louant sur Airbnb ou d'autres plateformes en ligne. Donc je pense que ça simplifie le système et ça cadre le système face à l'évolution qu'on a aujourd'hui. Il y a déjà des réglementations autour d'aujourd'hui qui existent. Il y a déjà une réglementation, mais avec cela, actuellement, par exemple, c'est pas obligatoire de le faire par écrit. Ça peut être fait par oral, mais on sait, les paroles s'envolent, les écrits restent. Là, on clarifie le système, on dit, s'il y a une sous-location, ça doit être fait sous forme écrite. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Ça protège des deux côtés aussi de le faire sous forme écrite. Et puis, je pense, après, de mettre une limite à 2 ans, on peut faire des sous-locations de plus de 2 ans. C'est juste que le bailleur doit être d'accord si la sous-location, il peut s'opposer si la sous-location devrait être supérieure à 2 ans. Donc, voilà, c'est pas des réformes qui mettent au mal la protection du locataire ni celle du bailleur. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être bien et puis qui peut éviter aussi peut-être des problèmes par la suite.
tant qu'il n'y a pas résiliation, le loyer peut pas être augmenté, donc les locataires sont protégés dans cette période-là. Avec cette réforme, le bailleur pourrait résilier plus rapidement, augmenter le loyer et relouer plus cher. C'est ce que craignent les défenseurs du non sur cet objet. Comment vous positionnez-vous, surtout dans une région comme l'Arc lémanique où se loger est difficile, notamment pour les étudiants par exemple? Alors vous avez totalement raison. Alors ça c'est le deuxième sujet de la votation, qui est la résiliation pour besoins propres, où là le bailleur, aujourd'hui c'est pas très clair la situation. Si on veut, on a juste changé 2 mots dans la loi. Aujourd'hui il peut résilier son loyer pour besoins propres, de manière qu'il faut qu'il prouve que ce soit un besoin urgent. Et c'est le mot urgent qu'on a remplacé par importe actuel. Parce qu'aujourd'hui on voit que le propriétaire veut résilier un bail pour pouvoir y habiter lui-même, pas pour le louer à une tierce personne, mais pour y habiter lui-même, que ce soit un bail privé ou un bail commercial. Ça fait souvent des longues procédures parce que le terme il n'est pas clairement défini. Et là notre idée c'était, en modifiant le terme, que ça soit plus facile à prouver pour le propriétaire que le mot urgent. C'est juste un petit changement de mot pour pouvoir faciliter aussi le travail, si après ça doit aller dans les tribunaux, etc., pour pouvoir simplifier, si on veut, la loi, parce que le terme était difficile à prouver pour le propriétaire. Et puis après c'est normal que si le propriétaire il ait envie de pouvoir utiliser son bien qu'il a acheté, qu'il puisse aussi le résilier sans devoir faire 4 ou 5 ans de procédure. Mais voilà. Mais après, effectivement, on a des problèmes de logement, on a des problèmes sur le marché de la location. Mais pour ça, si on veut régler ce problème-là, ça doit se régler par des nouveaux logements, des nouvelles constructions de logements qui soient faites dans ce canton. Et puis pour qu'on ait des nouveaux logements, il faut que quand il y a des projets qui soient en place, qu'on arrête de les bloquer, qu'on puisse permettre aux gens de pouvoir construire, et puis aussi d'avoir une politique en matière de logement un peu plus libérale pour encourager les gens à construire. Parce que si on veut que le marché puisse se stabiliser, que les loyers peut-être baissent un peu, il faut qu'il y ait une plus forte offre sur le marché. Pour ça, il ne faut pas que les côtés gauche bloquent chaque fois qu'on veut construire des nouveaux logements dans ce canton. Alors selon vous, c'est pas le lobby immobilier qui fait pression pour qu'on puisse justement augmenter les loyers aujourd'hui? C'est pas ça, c'est pas une démarche... Non, c'est une démarche des propriétaires qui ont acquis un logement et qui ont envie d'y habiter. Moi, si j'achète un appartement pour y habiter, j'ai pas envie de passer 4 ans de procédure juridique pour pouvoir reprendre mon bien, pour pouvoir y habiter dedans. Et comme je vous dis, si on veut régler la problème pénurie de logement, il faut qu'on arrête de s'opposer, notamment les mouvements écologistes, à des nouvelles constructions quand il y a des projets qui sont en cours de construction. Vous êtes d'accord que c'est quand même 2 objets qui protègent plus les bailleurs que les locataires ? Non, je crois que c'est 2 objets qui s'adaptent aujourd'hui à la situation. Si je reprends le premier, je vous dis, avec l'essor qu'on a aujourd'hui des plateformes en ligne, je pense que c'est bien de recadrer tout ce qui est de la sous-location. On le fait par écrit. On dit que si ça dépasse 2 ans, le bailleur il peut s'y opposer. Mais ça me paraît quelque chose de normal. Je veux pas sous-louer un appartement pour 5 ans. Pour moi, la sous-location, c'est, voilà, il y a une partie que je veux louer parce que je veux pas l'utiliser moi-même. Donc voilà, ça fait sens. Ou alors, si je pars, je sais pas, je fais une année sabbatique, je pars dans un autre pays pour apprendre une langue, mais j'ai envie de récupérer mon appartement une année après. Mais si je pars plus que 2 ans, voilà, ça me paraît être assez proportionné dans l'équilibre entre bailleur et locataire pour pouvoir accepter ces 2 objets de votation. Nous avions reçu Carole Wallon, qui est de la SLOCA, qui a une question pour vous. Ces 2 objets soumis à la votation, dans les 2 cas, ont pour but non avoué et puis dissimulé de permettre de résilier les baux de manière plus simple. Votre avis? On l'a plus ou moins évoqué. Non, je crois pas. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si on prend la sous-location, et on ne parle pas de résiliation des baux, on parle de remettre les formes et les conditions. Et puis dans l'autre cas, on veut simplifier, c'est vrai, pour le propriétaire de pouvoir reprendre son bien pour son usage propre, pas pour le louer à une tierce personne, mais c'est bien clair dans le texte, c'est pour l'usage propre, où on simplifie pour le propriétaire les différentes conditions qu'il doit remplir pour pouvoir reprendre son bien pour l'utiliser lui-même. Mais ça me paraît du bon sens que, voilà, si j'ai un local commercial, je crée mon entreprise, je suis propriétaire, j'ai envie de le récupérer plutôt que d'aller le louer ailleurs. Mais je le répète, la solution pour le problème du marché immobilier et des loyers, c'est d'augmenter l'offre sur le marché afin que les gens puissent pouvoir y habiter. Et puis si on veut diminuer les coûts, je parlais avant des oppositions d'hiver, je vois plusieurs personnes qui sont dans le domaine de la construction me disent, voilà, on a 3 ou 4 ans de procédure avant de pouvoir construire parce qu'on a des oppositions. Ça, c'est peu dans ce temps-là de l'argent du terrain, il est immobilisé pour rien, etc. Puis après, c'est des coûts qui se répercutent en finalité sur les locataires. Donc non, si on veut protéger le locataire, il faut qu'on ait des logements qui soient créés, il faut qu'on encourage des bailleurs à investir dans l'immobilier pour pouvoir créer des logements, pour
pour pouvoir faire une pression, si on veut, sur les loyers. Et vous comprenez bien que là, aujourd'hui, ce sujet, il est un peu délicat. C'est quand même la SLOCA qui défend les locataires. Aujourd'hui, tout le monde est un peu cric-crac, tout le monde doit serrer la ceinture, tout le monde a des problèmes pour finir les fins de mois. On peut comprendre que finalement, la SLOCA ait plutôt envie de dire le contraire de ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui. Écoutez, voilà, si la SLOCA dit le contraire, je peux le dire, c'est son bon droit. L'organe qui défend les ça locataires. concerne pas cet objet. C'est clair. Ces objets-là, c'est deux choses qui sont totalement différentes. J'ai d'ailleurs moi-même pas tellement compris pourquoi ils ont lancé le référendum. Parce que voilà, c'est pas des grosses modifications. Et puis il n'y a pas d'attaque dans ces deux projets contre les locataires. C'est quelque chose qui est totalement faux. Voilà, c'est juste on clarifie le système dans le cadre de la résiliation pour usage propre. On change le terme urgent par important et immédiat. Je crois, je sais plus exactement le terme. Attendez, je vais vous le dire. Il doit être important et actuel. Voilà, c'est pour simplifier, pour éviter d'avoir des années de procédures qui, en finalité, coûtent cher à tout le monde et qui font perdre du temps. Et l'autre cas, je pense qu'effectivement, comme je l'ai dit, avec l'essor des nouvelles plateformes, on doit aussi avoir clarifié les règles entre le bailleur et le locataire, mais il n'y a pas une volonté de jeter les locataires ou d'augmenter les loyers. Non, c'est de la clarification des choses qui est dans l'intérêt, je pense, de tout le monde. Un dernier sujet, le temps passe très vite, le financement des prestations de santé, Léo de Garrigue. Oui, avec une réforme qui propose un financement uniforme des soins ambulatoires et stationnaires et qui est assez complexe, mais qui en gros ambitionne de mettre l'accent sur les soins ambulatoires qui sont moins coûteux. Quelle est votre position ? Votre avis là-dessus ? Effectivement, le domaine de la santé, c'est un domaine qui est très complexe, mais là, on tend à simplifier justement ce domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes malade, par exemple, si vous allez à l'hôpital, 50% à peu près est pris par le canton, 50% par l'assurance maladie. Et le contraire, si vous ne vous rendez pas dans un hôpital, donc vous ne passez pas une nuit à l'hôpital, vous êtes ce qu'on appelle un traitement ambulatoire, à ce moment-là, tout est pris par l'assurance maladie. Ce qui crée des mauvais incitatifs d'encourager plutôt les gens à aller à l'hôpital que de faire un traitement ambulatoire. Et puis là, ce qu'on a envie avec ce projet, c'est déjà, on simplifie le système. Ça veut dire que toutes les prestations, que ce soit à l'hôpital, si vous restez une semaine ou deux, etc., ou si vous êtes traité chez un médecin ou se sont passés une nuit à l'hôpital, le financement sera identique pour toutes les prestations, c'est-à-dire environ 75% à charge de l'assurance maladie et 25% à charge des cantons. J'arrondis, c'est 26,9 et 73,1 pour être précis, mais en gros, un quart à charge des cantons et l'autre à charge de l'assurance maladie. Ce qui permet d'éviter des mauvais incitatifs, d'aller plutôt sur une prestation ou l'autre en fonction de son financement. Et l'avantage qu'on a, c'est que on sait que les soins ambulatoires, qu'on n'a pas besoin de dormir à l'hôpital, ça coûte moins cher. Mais aujourd'hui, c'est totalement à charge de l'assurance maladie, ce qui pousse un peu les gens à leur dire allez plutôt à l'hôpital, faites plutôt une nuit que de faire votre besoin, votre prestation en ambulatoire. Et ça permettrait déjà de supprimer ce mauvais incitatif en encourageant les prestations ambulatoires qui, elles, coûtent moins cher. Mais effectivement, ça ne va pas régler tous les problèmes du coût de la santé, parce qu'on sait que ces dernières années, les coûts de la santé, ça augmente. C'est une situation catastrophique pour nos concitoyens parce qu'ils voient leurs primes augmenter en même temps que les coûts de la santé augmentent. Donc là, il y aura d'autres mesures qui seront nécessaires si on veut pouvoir freiner cette hausse des coûts de la santé. Mais ça, c'est déjà une première mesure qui va dans la bonne direction. Et moi, je suis persuadé qu'avec plusieurs petites mesures qu'on mettra en place ces prochaines années, dont celle-ci, on arrivera à terme à stabiliser les coûts de la santé. Ça vous semble équitable ? C'est un projet qui est équilibré. Non seulement, je pense que l'avantage, c'est qu'il simplifie le système. Comme ça, c'est simple. Toutes les prestations, elles sont financées de la même manière. Donc, on n'a pas envie de pousser telle ou telle prestation à cause de son financement. Donc, ça, c'est le premier point. Ça simplifie déjà le système. Puis, deuxièmement, ça supprime cette mauvaise incitation. Et puis, ça encouragera plus les traitements ambulatoires qui, eux, ont un coût moins cher qu'une nuit à l'hôpital ou 2 nuits à l'hôpital. Très bien. Merci Mickaël Buffa d'avoir répondu à nos questions ce matin sur ces 4 objets en votation. On vous rappelle ce dimanche. Là, tout le monde est d'accord. Allez voter, c'est hyper important. Bien évidemment. Demain, nous recevons sur ce plateau Samuel Benda du Parti Socialiste. À vous de lui poser une question pour demain matin, Mickaël Buffa. Quelle question avez-vous envie de poser à Samuel Bendahan qui sera sur ce plateau à cette même place demain matin ? Sur quel sujet ?
Bah, C'est égal, sujet, n'importe sur quel. Lequel, ce que vous voulez. Sur le financement des autoroutes, est-ce qu'il ne pense pas que, je sais qu'il est très technologique et il sait que par exemple les GPS nous indiquent toujours le plus court trajet. Là, si on accepte ce financement, si on peut plus facilement circuler sur les autoroutes, ça évitera que les GPS nous dévient dans des petits villages à côté. Est-ce qu'il ne pense pas que d'avoir des voitures qui sont sur l'autoroute plutôt que dans des villages le matin que les enfants vont à l'école, ça augmente ou pas la sécurité pour nos concitoyens? Très bien. Vous écouterez sa réponse demain matin? J'écouterai. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une belle journée. Alors, belle journée et merci d'être venu ce matin. Merci Léo de Garrigue. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch et bonne journée et belle semaine. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.